Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Paris Studio qui sera consacré à l'espace. Le rêve spatial est plus vivant que jamais. L'arrivée de nouveaux acteurs du secteur privé et de pays émergents a boosté l'exploration spatiale, ouvrant la voie à l'espoir de voir un jour se réaliser l'idée folle de poser un pied sur Mars. Mais l'espace, ce n'est pas seulement de la science-fiction qui devient réalité, ce sont aussi des retombées sur notre vie quotidienne et des enjeux de souveraineté. Nous allons parler de ces différents aspects avec un spécialiste, Antoine Meunier. Bonjour Antoine Meunier, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Jade. Vous êtes journaliste scientifique spécialisé dans l'espace. Vous contribuez régulièrement avec la revue Ciel et Espace et vous êtes le fondateur du site internet La Chronique Spatiale qui suit de très près l'information spatiale. Et vous êtes aussi l'auteur de 2 ouvrages sur l'espace, Les faces cachées de la Lune, paru en 2019 chez JPO, et plus récemment Le vol habité européen, un long chemin, paru donc en juin 2022 chez L'Harmattan. Alors, avant de commencer, j'aimerais dire quelques mots sur le lieu où nous nous trouvons aujourd'hui, qui est un lieu un peu extraordinaire. Il s'agit de l'Observatoire Camille Flammarion. Il se trouve au sud de Paris, à Juvisy-sur-Orge. Il a été fondé en 1883 par Camille Flammarion, un astronome français. Et c'était un des hauts lieux de la recherche scientifique européenne au début du 19e siècle. Ça reste un témoin précieux de la recherche et du progrès scientifique du début du XXe siècle. Ça vous inspire quelque chose, Antoine Meunier ? Je pense à l'actualité, notamment aux premières images du télescope James Webb qu'on a reçu il y a quelques jours, des images qui sont absolument extraordinaires. Et je suis certain que Camille Flammarion aurait adoré pouvoir les contempler à son tour. Sans doute. Alors, le vol habité, c'est le sujet de votre dernier livre. Et c'est aussi un projet qui est au cœur de l'exploration spatiale depuis ses balbutiements dans les années 50-60, je crois. C'est aussi quelque chose qui nourrit l'imaginaire autour de l'espace. C'est d'après vous le rêve ultime de l'exploration spatiale ? Le vol habité en soi, le vol habité spatial, déjà, il y a une dimension du rêve. Le vol habité, c'est la matière première de la science-fiction. Dans les années 60, il y a eu la course à la Lune avec Apollo. C'est allé très vite. Les Américains ont mis en place très très vite leur fusée lunaire. Et dans cet ouvrage, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est voir où est-ce qu'on en était au niveau de l'activité vol habité depuis ces 40 dernières années. Il faut distinguer 2 choses dans le vol habité. Vous avez d'une part le moyen de transport qui va vous permettre de gagner votre destination. Alors ça peut être l'orbite basse de la Terre. Ici, ça peut être la Station spatiale internationale ou la station Tiangong 3, la chinoise, absolument. Et à plus longue échéance, ça peut être la Lune, ça pourrait, et on l'espère, peut-être d'ici une trentaine d'années, ça pourrait être la planète Mars. Donc, vous avez 2 activités, puisque vous avez le moyen de transport, mais vous avez aussi les modules qui vont servir à mettre au point, à formaliser, si vous voulez, votre future destination, l'orbite de la Terre ou la Lune. Et dans cet ouvrage, mon but, ça a été d'essayer de voir où est-ce qu'on en était et si jamais on devait le faire. Alors cet imaginaire autour de l'espace s'incarne en particulier, bien sûr, autour de la figure de l'astronaute. Se mettre dans la peau d'un astronaute, c'est justement l'expérience offerte au public dans l'exposition Up to Space qui se déroule du 5 juillet 2022, donc au 20 août, au musée de l'air et de l'espace, au Bourget, tout près de Paris. Je vous propose de la découvrir tout de suite dans ce reportage. 3, 2, 1, attention au décollage dans l'espace. Une immersion dans le quotidien des astronautes le temps d'une exposition. Avec le Moon Jump, un harnais et un casque de réalité virtuelle permettent de simuler la sensation de marcher sur la Lune. Ce gant de combinaison spatiale aide à ressentir la difficulté de mouvement lors d'une sortie extravéhiculaire.
Des expériences qui s'accompagnent d'un parcours riche en informations et en anecdotes amusantes sur l'espace. Alors pour se mettre vraiment dans la peau d'un astronaute, le visiteur va passer par toutes les étapes. Donc il va d'abord candidater à l'espace, ensuite il va se préparer une fois sélectionné et s'entraîner sur Terre pendant environ 4 ans et on essaye de montrer un peu ces différents entraînements avant de partir dans l'espace. Là on va voir les différents types de fusées et les différents moyens d'arriver dans l'espace. On va l'observer, puis on va essayer de s'intéresser à qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on y recherche et comment on y vit au quotidien, notamment dans l'ISS. Puis on va retourner sur Terre et voir quel type de savoir, de savoir-faire, de technologie on a emmené avec nous. Pour cette première exposition d'envergure au musée de l'air et de l'espace, le thème de l'astronaute n'a pas été choisi au hasard. L'espace fait de plus en plus rêver. On a vraiment senti au musée de l'air et de l'espace beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de curiosité sur le fait spatial et qui se renforce année après année. C'est vrai que voilà, en 2008-2009, les candidatures pour être astronaute de l'ESA étaient au nombre de 8000. Là, pour la recherche actuelle de candidats, donc 2021-2022, on a eu 23 000 candidatures, dont 7000 de la France, qui en fait le plus grand groupe et qui témoigne vraiment d'un réel intérêt qui a été suscité tout le fait spatial et notamment grâce à Thomas Pesquet. Un intérêt que partage cet élève d'une école d'ingénieurs aéronautique et spatiale venu découvrir l'expo. C'est fascinant, surtout que c'est extrêmement rare, on connaît peu de choses, c'est quand même assez mystérieux comme métier, c'est beaucoup d'entraînement et c'est incroyable d'aller dans l'espace, de voir la Terre de l'extérieur, donc oui c'est impressionnant et ça m'intéresse beaucoup. Le dernier volet sur le retour sur Terre renseigne sur tout ce que l'espace nous apporte, par exemple sur la santé ou sur la compréhension des phénomènes de réchauffement climatique grâce aux satellites, et aussi toutes les technologies apportées grâce à des recherches menées dans l'espace. L'espace, déjà bien présent dans notre vie quotidienne. Ça peut être une source d'inspiration. Toutes les combinaisons, ce qui s'utilisait avant, peut être une source d'inspiration. Même juste les objets, tout ce qu'on utilise en fait dans l'aéronautique, l'aérospatiale peut être une source d'inspiration pour les tenues. Éveil d'une vocation ou source d'inspiration, la découverte de l'univers n'a pas fini de nous faire rêver. Alors Antoine Meunier, comme on vient de le voir dans le reportage, au-delà des exploits dans l'espace très médiatisés et de la personnalité des astronautes, l'exploration spatiale permet aussi de faire progresser bien sûr la connaissance scientifique et les technologies que nous utilisons directement ou indirectement dans notre vie quotidienne. C'est ce qu'on appelle l'espace utile. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce volet ? Alors, quand on parle d'espace utile, on parle de quoi? Déjà, si on part de l'Europe, vous avez 2 grands programmes qui sont utiles aux citoyens. C'est d'une part le programme Copernicus et d'autre part le programme Galileo. Le programme Copernicus, c'est un grand programme de l'Europe qui est dédié à l'observation de la Terre. Et le programme Galileo, là, il est peut-être même encore plus utile aux citoyens. C'est la géolocalisation. C'est la géolocalisation, absolument. Galileo, c'est quoi? C'est le GPS, c'est l'équivalent du GPS américain. En gros, ces 2 programmes, c'est à peu près une trentaine de satellites chacun. Et tous les jours, sans même vous en apercevoir, vous-même, vous utilisez de l'espace. Ne serait-ce que... Comment alors, concrètement? Vous avez un smartphone sur vous, j'imagine. Bien sûr. Vous utilisez un smartphone pour passer votre appel et votre téléphone est automatiquement, il est automatiquement détecté grâce à son GPS. Quand vous avez besoin... Donc tout ça, ça passe par l'espace. Et tout ça, ça passe par l'espace. Le vol habité, l'activité du vol habité, elle est peut-être moins utile aux citoyens. Elle apporte une dimension du rêve, ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a une dimension science-fiction dans le vol habité. Les astronautes sont un petit peu des héros des temps modernes, quelque part, mais ça reste malgré tout quelque chose d'extrêmement dangereux. Faire un vol vers la station spatiale, vous êtes assis au sommet d'une fusée, votre capsule va aller à 400 km d'altitude. Tout le monde ne peut pas le faire. Je dirais que le vol habité, c'est une activité qui donne aussi un rayonnement à qui le maîtrise. Dans les années 60,
les Américains et les Soviétiques se sont fait la guerre froide par l'entremise du programme lunaire Apollo et du programme Soyouz côté soviétique. Au début des années 2000, la Chine a à son tour acquis cette capacité. Et maintenant, qu'est-ce qu'il en est? Ça va être l'Inde qui pourrait bien, d'ici 2 ou 3 ans, elle aussi, acquérir cette maîtrise du vol habité. Et l'Europe dans tout ça. Voilà, alors justement, c'est ce que vous dites, Voilà. vous en parlez longuement dans votre livre, notamment du programme Hermès. Moi, j'ai appris beaucoup de choses à cette occasion. Que vous qualifiez d'un enfant mort-né, on voit que l'Europe a lancé des tentatives pour mettre en place un vol habité et que malheureusement, ça n'a pas abouti jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Alors, je voudrais revenir un instant quand même sur le programme Hermès. Hermès, c'était une petite navette spatiale qui aurait été installée au sommet de la fusée Ariane 5. La fusée Ariane 5 qu'on utilise, qui a même lancé le télescope JWST, elle était prévue pour lancer James Webb, absolument. Dont vous parliez tout à l'heure. Voilà, elle devait lancer la navette Hermès. C'est un petit appareil qui aurait pesé au maximum 20 tonnes, avec 3 astronautes à bord. C'est déjà pas mal, hein, c'est très ambitieux. Mais ce qui s'est passé, on l'a arrêté à la suite d'une succession d'événements. Ouais. On est en 86, vous avez la navette Challenger qui s'apprête à décoller depuis Cap Kennedy, et malheureusement, elle explose après 73 secondes de vol. Cet événement, il a incité les équipes d'ingénieurs européens à tenter de doter la navette Hermès d'un dispositif de sécurité. Il y a eu des discussions sans fin, le projet s'est un petit peu enlisé, et puis politiquement, on arrive en 1989, vous avez la chute du mur de Berlin, et après, c'est la chute de l'Union soviétique. Donc du coup, on se rend compte que politiquement, le vol habité en Europe n'est plus forcément aussi utile que ça. Donc on décide à ce moment-là d'utiliser le Soyouz russe d'un côté et la navette spatiale américaine de l'autre. Donc on a délaissé cette activité pour se concentrer sur quelque chose qu'aujourd'hui on maîtrise parfaitement, donc l'observation de la Terre, et aussi la géolocalisation, donc avec le géopositionnement avec Galilée. Voilà. Donc le fait qu'il n'y ait pas eu de vol habité européen à proprement parler n'a pas empêché l'Europe d'être une grande puissance spatiale et à des astronautes européens et français notamment de s'illustrer. Je pense notamment à Jean-Luc Chrétien, dont on fêtait justement le mois dernier le 40e anniversaire de On a fêté le 24 juin le 40e anniversaire de sa mission, de sa première mission. Le 24 juin 82, pardon. Voilà. Pour la première fois, il y a un Européen de l'Ouest qui vole avec les Soviétiques à bord de la capsule Soyouz. Moi, j'ai eu l'opportunité d'interviewer Jean-Luc Chrétien à cette occasion, et il me racontait que c'était un peu l'aventure, hein, quelque part, mais c'était une aventure qui a permis de jalonner, si vous voulez. Ça a été un premier jalon qui a permis par la suite d'organiser d'autres missions spatiales avec les Russes. Thomas Pesquet, lors de son tout premier vol, a volé avec les Russes. Claudie Aigneret également, une astronaute première astronaute française, a volé à 2 reprises donc avec les Russes. Au total, vous avez eu 19 missions habitées avec des astronautes français, et ça représente à peu près moitié-moitié, plus ou moins la moitié entre les Russes et les Américains. Ces missions donc aujourd'hui sont des missions assez longues, puisqu'on fait des vols de 6 mois sur l'ISS, un programme qui est quand même de très longue haleine. On passe beaucoup de temps à préparer ces missions. Alors, on comprend aussi à la lecture de votre livre que l'exploration spatiale repose essentiellement sur, on va dire, 2 volets. D'un côté, le financement, parce que ça demande beaucoup d'argent, évidemment, et puis aussi une volonté politique. Ce à quoi j'ajouterais peut-être l'émulation liée à la rivalité entre les États et aussi
les collaborations dont vous avez parlé à l'instant? Oui, alors si on reprend un exemple très simple, en 1961, quand la course à l'espace débute, que les Russes viennent d'envoyer un homme dans l'espace, les priorités du président Kennedy ne vont pas obligatoirement à l'espace. Mais il se rend compte que politiquement, ça peut être très important pour les États-Unis d'être les premiers sur la Lune. Mais envoyer un homme dans l'espace, je le répète, ça coûte très très cher. Après, il faut aussi stimuler comme vous dites, il faut une émulation pour envoyer des hommes dans l'espace. Et à l'époque, à la grande époque justement de la rivalité entre les Américains et les Soviétiques, les budgets étaient très conséquents. Les budgets, la NASA, quand elle a lancé Apollo, elle a reçu un chèque en blanc. Elle a reçu un chèque en blanc pour faire Apollo. Aujourd'hui, elle ne peut pas le faire tout seul, ça n'est pas possible. Le nouveau programme lunaire qui est en train de se mettre en place actuellement, le programme Artemis, c'est un programme qui est fait avec des partenaires européens. Et elle apporte son expertise, une expertise notamment des modules pressurisés. Ces modules pressurisés, ils sont faits par une société, je ne sais pas si j'ai le droit de dire un nom de société, Thales Alenia Space, voilà, qui fabrique ces modules et qui a fabriqué plusieurs modules de la Station spatiale internationale. Il y a cette expertise, mais pour envoyer un homme dans l'espace, c'est une priorité nationale. On le voit d'ailleurs très bien en Inde, puisqu'en Inde, ce qui est très surprenant, quand je préparais mon ouvrage, certains de mes contacts m'ont dit que le patron de l'agence spatiale indienne, l'ISRO, dans la rue, tout le monde connaît son nom. Tout le monde. Vous demandez dans la rue à quelqu'un qui est le patron du CNES, avec tout le respect que je lui dois, malheureusement, je ne suis pas sûr qu'on connaisse son nom. Non. Alors justement, vous faites référence à l'Inde. La cartographie, on peut dire, de l'exploration spatiale a beaucoup évolué ces dernières décennies. Bien sûr. La Chine est l'une de ces nouvelles grandes puissances spatiales. Alors, on peut parler, si on refait un petit peu l'historique, des grands moments des exploits chinois du XXIe siècle. Je crois qu'on peut remonter à 2003, puisque c'était avec le programme Shenzhou et le premier Yang Liwei, le premier taïkonaute dans l'espace. Il y a eu le programme Chang'e, programme d'exploration lunaire, la mission Mars 2020, en même temps que les États-Unis et les Émirats, et la station spatiale chinoise dont on va parler plus précisément tout à l'heure. Est-ce qu'on peut parler d'une reconfiguration aujourd'hui de la géopolitique spatiale? Est-ce que l'espace devient multipolaire? Oui, il y a une reconfiguration. Notamment, on le voit depuis le Moyen-Orient. Vous avez les Émirats arabes unis qui sont en train de devenir la puissance, la principale puissance spatiale face à l'Inde et face à la Chine dans cette partie du monde. Il y a aussi les puissances classiques, comme la Russie ou l'Europe et bien évidemment les États-Unis. Mais c'était particulièrement visible, notamment l'année dernière, il y a 2 ans, puisque les Émirats ont eu... on a beaucoup parlé des Émirats, notamment avec leur mission martienne. Ouais. Et puis c'était étonnant d'avoir vu justement ces trois missions sur Mars, évidemment qu'on bénéficiait de cette fameuse fenêtre de tir, et qui ont du coup envoyé donc des engins ils sont partis, en même temps, ces 3 missions à quelques semaines d'écart. Oui, elles sont parties pratiquement au même moment, arrivées à quelques semaines d'intervalle. Et puis surtout, c'est la Chine qui a disposé de son rover à la surface de Mars. Il y a peu de puissances qui ont réussi à avoir un rover à la surface de Mars, si ce n'est que les
les États-Unis. Il y aurait dû y avoir l'URSS au début des années 70, mais la mission, malheureusement, est tombée en panne, voilà, pour faire simple. Alors, on va continuer sur la Chine parce qu'il y a Bien sûr. justement une actualité très chaude. La Chine est en train de construire sa 3e station spatiale après Tiangong 1 et 2. Le module central Tianhe est en orbite depuis avril 2021 et 3 taïkonautes sont déjà sur place. Où en est la construction de cette station spatiale ? Alors, cette station spatiale, elle va être plus grande donc, que les deux premières Tiangong. Elle va comporter 3 modules au total. Ce sont des modules qui font 20 tonnes chacun. C'est assez petit, je crois. 20 tonnes, c'est déjà pas mal. C'est un camion. Imaginez un camion quand même. Oui. en orbite. Il y a un module qui va être lancé donc, prochainement, le 24 juillet. Le Wentian. Absolument. C'est un module scientifique qui va donc venir se connecter à la base de Tianhe. Et il y aura un 3e module. La station, elle aura une forme de T. C'est-à-dire qu'elle fera à peu près une 60 au total. La masse totale attendue, c'est à peu près 60 tonnes. C'est moins que l'ISS, mais quand même, il faut disposer d'une infrastructure orbitale. Vous avez peu de pays qui peuvent y prétendre. Aujourd'hui, il y a l'ISS, certes, c'est un gros objet, très gros objet, plus de 400 tonnes, entre 400 et 450 tonnes en orbite, mais il a fallu plusieurs dizaines de missions. Là, la station Tiangong 3, ça va être une station qui est déjà occupée déjà avec le module Tianhe, mais on pourra faire des modules à long terme des missions de 6 mois. Et c'est déjà le cas d'ailleurs. D'accord. Et alors donc, il y a déjà eu un remplacement des taïkonautes, je crois. Il y a eu Chenzhou 13 l'année dernière, qui a été ensuite suivi par Chenzhou 14. Chenzhou 13 servait à activer les différents systèmes du module Tianhe. Et Chenzhou 14 sera suivi donc par Chenzhou 15, vraisemblablement d'ici le mois de décembre. D'accord. Donc pour 2022. Voilà, de cette année. Et il est prévu qu'il y ait un passage de témoins entre les deux équipages. Les 2 équipes de taïkonautes. Ce qui sera une première à bord de la station, puisque les 2 premières missions ont été espacées de quelques semaines. D'accord. Et sur Wentian, alors est-ce que vous avez des informations sur ce qui va être fait, ce qui est prévu ? C'est un laboratoire scientifique, puisqu'il y aura deux modules scientifiques, Wentian et Mengtian, qui est attendu d'ici la fin de l'année. Normalement, il y a toujours des retards dans le spatial. On l'a vu notamment avec le JWST. Bref, cette station, on va faire des expériences scientifiques principalement. C'est aussi un moyen de préparer l'exploration à long terme. Parce que je le rappelle, la volonté de la Chine, ce n'est pas uniquement de se cantonner à l'orbite de la Terre, c'est d'aller un petit peu plus loin, notamment d'envoyer des hommes vers la Lune, peut-être vers 2030. Et puis, on a parlé tout à l'heure justement des collaborations. Oui. C'est un sujet important dans l'espace, puisqu'il est parfois impossible pour un pays, à lui tout seul, d'envoyer par exemple des hommes dans un vol habité. Il existe donc de nombreuses collaborations. Il y en a une qui a eu lieu entre la France et la Chine. Je crois que ça date de 2018. C'est le satellite CFOSAT. Quel était l'objectif de cette collaboration ? Alors, ce satellite, c'est principalement une mission dédiée à la météo maritime. C'est un satellite qui est équipé d'un radar français. C'est donc une collaboration franco-chinoise, mais c'est pas la seule. C'est ça qui est intéressant. La Chine prévoit notamment la mission Chang'e 6 vers 2023, vers la Lune, 2023-2024, à peu près, à mon avis, plutôt 2024. C'est une mission qui va accueillir une charge utile, un instrument scientifique à bord de la sonde qui permettra de faire tout un tas de mesures sur l'environnement lunaire. Alors, on n'en a pas beaucoup parlé pour l'instant, mais les États-Unis restent la plus grande puissance spatiale en termes financiers. Côté américain, les dernières années ont été marquées par la montée en puissance du secteur privé, notamment avec les fameux SpaceX et Blue Origin. Qu'est-ce que ça change ?
Ce qui a changé, c'est que jusqu'en 2011, la NASA utilisait la navette spatiale pour assurer la desserte de ses astronautes jusqu'à l'ISS. Aujourd'hui, elle fait appel à 2 fournisseurs privés, que sont SpaceX et Boeing. C'est-à-dire qu'elle achète un service auprès de ces 2 entreprises pour que des capsules fassent la navette entre le sol et l'espace. On aperçoit aussi maintenant des vols orbitaux privés, puisque SpaceX contractuellement peut proposer à qui le souhaite, mais aussi bien sûr moyennant finance, de faire un vol à bord de la capsule Dragon. Ça a déjà été le cas l'année dernière, un milliardaire américain du nom de Jared Isaacman qui a privatisé, il n'y a pas d'autre mot, le Crew Dragon pour voler pendant 3 jours à bord de cette capsule avec 3 autres personnes. Et il va recommencer cette année dans le cadre d'un nouveau programme qu'il a lui-même financé de ses deniers. Et ce qui est nouveau, c'est qu'il y a des passagers qui ne sont pas forcément des astronautes de métier, qui ne sont pas formés, mais qui se forment dans l'optique de faire un vol, et ça, c'est tout nouveau. Il y avait déjà eu des passagers privés à bord de l'ISS dans les années 2000, et notamment le directeur du Cirque du Soleil, Guy Laliberté, si je me souviens bien, qui avait volé à bord de l'ISS, moyennant finance, mais il était parti côté russe. Et ce qui est nouveau aussi, c'est que maintenant, vous avez des entreprises comme Blue Origin qui proposent de faire des vols suborbitaux. Alors, c'est un petit peu moins spectaculaire. Parce que là, suborbitaux, c'est-à-dire en dessous de l'orbite. C'est-à-dire que la capsule que vous allez utiliser, la fusée qui va vous expédier dans l'espace, n'est pas suffisamment puissante pour vous permettre de faire un vol orbital. C'est-à-dire votre capsule, elle va faire ça. Elle va faire une parabole dans le ciel. Puis ensuite, elle va retomber sous parachute. Quelles sont les grandes dates du calendrier de l'espace pour les mois, années à venir? Qu'est-ce qu'on doit attendre? Là, déjà, une première date, elle est forcément chinoise. Ça va être le lancement du module Wentian. Il y a Artemis 1, la toute première mission, je devrais même dire la 2e mission lunaire, puisqu'il y a déjà un petit satellite qui a été lancé en reconnaissance. Artemis 1, on va tester la capsule habitée Orion, on va l'envoyer autour de la Lune avec la nouvelle fusée, la fusée SLS, c'est la descendante de Saturne V, la fusée du programme Apollo. Cette capsule, il est bon de rappeler qu'elle est faite par les Américains pour la partie habitée, et elle est intégrée, c'est-à-dire le module de service, le module propulsif, est intégré par Airbus en Europe. Ça, il faut le rappeler, l'Europe va vers la Lune. Il y a encore 2 autres dates importantes qui me paraissent importantes. Il y a l'IAC, c'est le Congrès international d'astronautique, c'est la grand-messe du spatial mondial. Ça a lieu quand? Ça a lieu à Paris, au mois de septembre. J'aurai peut-être l'occasion de vous y voir, Jade. J'espère. Voilà. Et puis surtout, il y a la conférence ministérielle de l'ESA qui a lieu à Paris également. L'Agence spatiale européenne. Au mois de novembre. Et c'est là où on va décider des budgets pour les 3 années qui viennent. Et peut-être décidera-t-on, je l'espère, de lancer, de financer une étude de faisabilité pour un véhicule habité européen. Ça serait déjà une première étape. Et pour finir, vous êtes, on l'a bien compris, un passionné de l'espace. Pour vous, que nous apportent ces rêves de conquête spatiale? Un imaginaire, et puis c'est peut-être aussi un moyen pour nous de nous projeter ailleurs. On n'est peut-être pas fait pour rester chez soi, c'est aussi notre ambition, c'est de sortir, explorer, mais l'exploration, elle commence déjà quand on va dans un autre pays ou quand on va dans une autre région. Merci Antoine Meunier d'avoir partagé Merci à vous. Avec nous toutes ces informations sur l'espace dans ce très bel endroit qui est l'Observatoire Camille Flammarion. Je vous remercie également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très bientôt dans un prochain Paris Studio.